Développer une entreprise rentable sans la pression des algorithmes, est-ce que c'est vraiment possible? Pour en parler dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Paul Calderon, entrepreneur web et créateur de contenu. Quand on visite son site web, on ne retrouve aucun lien vers Facebook, aucun compte Instagram, aucun profil LinkedIn. Et dans le monde du marketing numérique actuel, c'est plutôt quelque chose d'inhabituel ou de moins commun. Parce qu'on nous répète souvent qu'il faut être visible, publier plus, être présent partout, suivre les tendances, comprendre les algorithmes, créer du contenu qui performe rapidement. Et pourtant, Paul vit à 100% de son entreprise web depuis plusieurs années sans pour autant publier sur les réseaux sociaux et utiliser ça comme levier de croissance. Donc, à la place, il mise sur le contenu long, le référencement naturel, le podcast et l'infolettre. Et ça m'a donné envie de creuser un sujet qui revient de plus en plus souvent dans les conversations que j'ai avec mes clientes parce que je ressens un certain essoufflement. Créer du contenu pour les réseaux sociaux, ça demande du temps, de l'énergie, ça demande de la constance aussi et plusieurs entrepreneurs ont envie de se rallier à d'autres façons de bâtir leur visibilité. Une façon qui repose davantage sur des actifs plus durables que sur du contenu éphémère. Et ça, c'est pas nouveau. Je t'en parle depuis plusieurs épisodes sur le podcast. Mais attention, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de déclarer que les réseaux sociaux sont morts, inutiles, que c'est sûr que tu n'en as pas de besoin. J'aurais plein de contre-exemples à te donner pour venir détruire cet argumentaire-là. J'avais plutôt envie d'explorer avec toi et mon invité, bien sûr, toutes les nuances. En fait, qu'est-ce qu'on gagne réellement en misant sur le contenu plus long? C'est quoi le coût d'opportunité quand on décide aussi de ne plus être présent ou de ne pas du tout être présent sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Et surtout, qu'est-ce qui est réellement accessible pour les solopreneurs qui portent bien sûr plein de chapeaux différents? Donc, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble dans cet épisode. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Donc, officiellement, bienvenue, Paul. Merci, Mélanie. Je suis vraiment contente de te recevoir et de te découvrir en même temps que les auditeurs de 180 degrés. Donc, j'ai parlé de ce que tu fais en introduction, mais j'avais envie, en fait, que tu puisses nous expliquer dans tes mots ce que tu fais, nous raconter un peu ton parcours, ce qui a fait, qui t'a mené, en fait, à vivre 100% de ton activité en ligne, puis d'être même nomade, comme on jasait off enregistrement. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours? Ouais, alors dans les grandes lignes, moi, avant, je bossais dans l'événementiel à Paris. J'organisais des soirées pour les Ouh. entreprises. Et puis, le Covid est arrivé, donc on a été mis à l'arrêt. Et à ce moment-là, j'ai décidé, pendant l'année qu'il y a eu d'arrêt du Covid, enfin de mon métier, j'ai commencé à créer un blog et une chaîne YouTube qui parlait des personnes surdouées et hypersensibles. Donc j'ai fait ça, donc on est en 2020. Ça a assez rapidement pris. Ce qui fait que quand il a été temps de retourner bosser, j'y suis pas retourné pour me consacrer à cette nouvelle aventure qui était de l'entrepreneuriat web. Donc c'était un infoprenariat assez classique. Je vendais de la formation. Mhm. Et 2 ans plus tard à peu près, donc autour de 2022, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de cette thématique. Je suis quelqu'un de très curieux, j'aime apprendre des nouvelles choses et cette thématique n'avançait pas assez pour satisfaire mon besoin de curiosité. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'adorais parler de ce que j'avais appris pour mener à bien ce premier projet. Donc la partie plus vraiment marketing digital. Et est né comme ça ce second projet autour de 2022-2023, projet dans lequel je suis actuellement, où je parle d'entrepreneuriat web dans les grandes lignes. Je crée du contenu là-dessus, sur un podcast et une newsletter notamment. Il y a eu aussi un blog que j'utilise beaucoup moins. Et je fais ça, et mes revenus viennent à 90% de l'affiliation. Recommandation de produits d'autres gens, Wow. de logiciels, toujours dans le milieu de l'entrepreneuriat web.
Donc voilà, en gros, ce que je fais aujourd'hui depuis... ça se fait depuis 3-4 ans maintenant. Wow, c'est super intéressant. Puis, tu sais, c'est sûr que dans le sujet qu'on aborde aujourd'hui, il y a toute la notion du rapport aux réseaux sociaux. J'ai envie de savoir à quel moment tu as réalisé que tu voulais pas que ton entreprise soit bâtie autour des réseaux sociaux. Parce que j'ai l'impression que c'est venu dès le départ ou du moins, à quel moment c'est arrivé cette réflexion-là? Eh ben, c'est arrivé comme tu l'as dit dès le départ. En fait, moi, à titre perso, je n'utilise pas les réseaux sociaux. J'ai des comptes pour aller stalker les gens et c'est plus facile avec certains pour garder contact, Oui. mais je ne produis pas de contenu personnel dessus. Donc, ce qui fait que je le consomme pas, moi, je vais pas scroller, je fais pas tout ça, ça me donne pas de joie et j'ai aucun code, je suis pas habitué, enfin, c'est vraiment pas mon milieu perso. Et OK. donc, quand je me suis posé la question sur est-ce que je veux le faire pour mon entreprise, bah, au début, je me suis dit: «Non, j'aime pas faire ça, je vais pas me forcer à le faire». Entre-temps, j'ai eu quelques moments où j'ai voulu faire des tests où je me suis forcé. J'ai essayé donc Instagram sur le premier, sur les HPI. J'ai bossé dessus 1 an, on m'a supprimé mon compte, je me suis dit: «Oh bah, tu bien fait de pas». Genre, Un la signe vie de t'envoie des l'univers. signes qu'il faut voilà, l'univers te dit: «Non Paul, ce n'est pas pour toi». Wow. J'ai refait d'autres tests et à chaque fois, j'en viens à la conclusion que non, c'est pas pour moi. Donc je pense que si je suis pas allé, c'est plus par rapport à ma personnalité, quoi. J'aime pas ça à titre perso. Je suis plus un consommateur de contenu long. C'est ça qui m'excite, c'est ça que j'aime. Donc je vais me concentrer là-dessus. Mmh. OK, fait qu'à part d'avoir eu un compte qui a été désactivé, il n'y a pas eu comme de frustration? Parce que, tu sais, moi, je le vois beaucoup chez des entrepreneurs, tu sais, qui bâtissent beaucoup, en fait, autour de l'espoir des réseaux sociaux. C'est-à-dire, tu sais, qu'on fait Mmh. miroiter cette course à l'algorithme, à la viralité, de dire comme, mais peut-être que... Parce qu'il y en a pour qui ça marche, là. On a plein d'exemples pour nous valider cette croyance-là. Mais des fois, après ça, ça arrive avec des frustrations de dire, OK, ben là, des fois, on dirait qu'il y a des gens qui comment je dirais, l'algorithme ne les aime pas. Tu sais, tu te dis, ben, sur papier, ton contenu, mais c'est vrai, sur papier, ton contenu il est bon, ton message me semble clair, mais pourquoi toi versus, tu sais, un compte avec du, entre guillemets, moins bon contenu peut percer plus vite? Des fois, je le vois, là. Je sais pas si toi, t'as remarqué ça, là, des gens, on dirait qu'ils, c'est ça, Que que l'algorithme les aime l'univers, pas. ouais, c'est ça, l'algorithme, ils aiment pas. Puis je sais pas si on peut faire le parallèle avec les plateformes de contenu plus longs, si on peut voir le même genre d'effet ou c'est un petit peu plus peut-être équitable selon ta compréhension, le Mmh, traitement de l'algorithme, on va dire. je sais C'est à pas, j'ai contenu bon. l'impression ouais. Un contenu bon, je pense en fait le contenu, il est pas jugé de la même manière. Enfin, un contenu bon sur du contenu snack, tu vois, du TikTok ou Mm. des vidéos courtes ou des choses comme ça, il faut qu'il y ait direct une émotion très forte. Et moi, je pense que je suis mauvais en plus pour faire ça. Tu vois, moi, tu me donnes un micro, je peux te parler pendant des heures, mais par contre, pour te faire une catchphrase comme ça en quelques secondes, ça va pas marcher. Euh, et le contenu long, euh, je sais pas. Moi, c'est plus en plus via du. J'arrive mieux à comprendre les algorithmes qui recommandent les contenus longs. Tu vois, de l'algorithme de Google pour de l'article de blog, l'algorithme sur de YouTube. Je trouve qu'il a moins ce côté un peu lunatique où il change tout le temps. Tu vois, j'ai l'impression qu'Instagram, Ouais. ils mettent une nouvelle fonctionnalité, ils poussent à fond là-dessus. Donc toi, tu dois apprendre sur le tas comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité, tout ça. Alors que YouTube, c'est assez stable comment ils recommandent des vidéos. Tu comprends un peu comment ça marche, tu arrives à jouer dessus et ça va. Et je trouve ça beaucoup plus reposant. Après, tu as toujours le côté que tu es face. Il y a un algorithme entre toi et ton audience, donc c'est quelque chose que j'essaie d'éviter au maximum. Mais Ouais. l'algorithme dans un contenu long, je le trouve plus stable. Et j'ai l'impression que ça attire des gens qui sont plus à même d'être la cible avec qui j'ai envie de travailler par la suite. Ouais. Ouais, je pense qu'on le sent que les personnes qu'on va toucher avec le contenu long, ben, qui vont vraiment se sentir interpellées, c'est un engagement incroyablement plus important et souvent, comme Mm. tu dis, une cible beaucoup plus alignée à notre message. Tu sais, je pense que c'est un des gros avantages. Puis on dirait que ce que j'aurais envie de te demander, c'est OK, mais partant de ce principe-là, en ayant une entreprise que tu as partie sans avoir en tête, tu sais, d'une présence réseaux sociaux, ça a parti de où, tu sais, la genèse de tout ça? Parce que le contenu long, on le sait que ça prend du temps. Tu sais, c'est pas pour les impatients, hein, on va se le dire, que ce soit un podcast, une chaîne YouTube, un blog. Si tu es impatient dans la vie, bonne chance. C'est comme, faut
Comment c'est parti pour Heu, toi dans ton cas? Bah, c'est parti, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de temps quand j'ai démarré au tout début là en 2000 pendant le covid parce que j'avais, donc on était mis à l'arrêt, à cause de Ouais, la covid, mais du coup mon employeur continuait à me payer. Donc j'avais pas cette pression financière de: «Il faut du chiffre d'affaires le mois prochain». Ce qui m'a permis de me laisser le temps de faire marcher du SEO. ouais. Après pour YouTube, ça peut aller quand même beaucoup plus vite. Tu peux avoir des vidéos qui percent très rapidement, mais du SEO, c'est sûr qu'il faut avoir le temps. Et après quand je suis allé sur le second business, j'ai réussi à tirer une audience que j'avais déjà au début vers ce nouveau business. Donc, j'ai pu bénéficier de cet effet-là. Et encore aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai quasiment plus rien publié sur les HPI hypersensibles. Beaucoup de gens qui me suivent aujourd'hui, qui sont encore des gens qui sont avec moi depuis 5 ans. Donc, je pense que c'est un autre avantage du contenu long, c'est-à-dire que c'est des gens qui me connaissent bien maintenant. Mais, Oui. mais j'ai eu la chance d'avoir du temps au début quand je me suis lancé parce que, situation, particulière à l'époque. Mais je te rejoins totalement, si tu mises 100% sur du contenu long, au début, tu vas en chier. Ben, c'est ça, c'est que, ben, comme tu dis, c'est il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont peut-être pas cet avantage-là ou cette situation qui fait que là, ils se mettent en mode, ben, tu sais, je dois amener des revenus rapidement. Donc là, on a l'impression puis des fois aussi, c'est peut-être une illusion, je sais pas ce que toi t'en penses, mais tu sais, les réseaux sociaux aussi, à la limite, ça prend quand même du temps. C'est juste que on dirait que des fois, c'est comme je te dis, on a des planètes alignées, un petit, tu sais, Mmh. un petit élan avec l'algorithme qui peut-être va pousser notre contenu ou encore on peut, entre guillemets, tricher puis payer de la pub. Puis c'est pas de la triche en passant, là, c'est juste dans le sens qu'on Mmh. on accélère un peu ce mouvement-là. Qu'est-ce que tu penses de tu sais, un entrepreneur qui peut-être a pas autant on va dire, cette liberté, pas cette liberté-là, mais cette chance tu sais, qui Ouais. doit ramener rapidement, tu lui conseillerais quoi par rapport au contenu long dans Bah, son business? déjà la pub, tu peux la payer, que ce soit sur Google pour la partie, Google ou YouTube. Tu peux payer de la pub pour attirer du monde plus Mhm. rapidement vers tes contenus. Je pense que on a tendance quand même à penser que sur les réseaux sociaux, ça va aller très vite et qu'on va exploser du jour au lendemain. Ouais. C'est plus les exceptions à qui ça fait ça. La plupart des gens, ils galèrent pendant des années, ils rament et ça prend du temps. Hem et finalement, ça prendra aussi du temps sur du contenu long, peut-être plus. Hem, mais les gens que tu vas avoir dès le début, tu vois quelqu'un qui s'abonne à ton compte Instagram très rapidement, il te connaît moins que quelqu'un qui a vu 2 de tes vidéos et qui a passé une demi heure, 3/4 d'heure à t'écouter parler. Et, et finalement, en nombre d'abonnés, tu vas mettre plus longtemps sur du contenu long, si je me focalise sur YouTube par exemple, ou Ouais. sur du blog, mais les gens, enfin ces abonnés-là vont être beaucoup plus qualifiés. Et, et donc si tu regardes juste les métriques, tu vois, du nombre d'abonnés ou du nombre de visites que tu as, tu peux te dire c'est moins bien, mais il faut pas regarder que ça. Il faut que tu regardes aussi à la fin bah, ton chiffre d'affaires ou tes abonnés email, ou ça dépend ce que tu prends en compte. Mais, mais c'est des abonnés qui ont beaucoup plus de valeur. Donc, Mhm. à mon sens, c'est comme si je recommençais tout aujourd'hui, tu vois, je remise 100% sur du contenu long et ça prendra le temps que ça prendra. Et si j'ai un peu de cash, je mettrai dans la pub pour accélérer au début, mais je remise quand même 100% sur du contenu long. Hmm. Est-ce que tu penses qu'on surestime trop l'impact des réseaux sociaux dans une stratégie en ligne, selon toi, par ton expérience? Est-ce qu'on on met trop d'importance? Il y a plusieurs entrepreneurs, des fois, qui se disent, ah, ben, tu sais, si je suis pas présent, par exemple, sur LinkedIn ou sur Instagram, ben, tu sais, j'existerai pas, mes concurrents sont là. Tu sais, on met ça beaucoup sur un piédestal. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Ah bah moi, je suis complètement biaisé parce que je le fais pas et ça marche, Ouais. donc je vais te dire qu'on le surestime complètement. Hem, mais je pense aussi que il y a une barrière à l'entrée qui est beaucoup plus faible sur les réseaux sociaux. Tu vois, Mm. c'est plus facile de créer du contenu Instagram ou LinkedIn que de créer des contenus beaucoup plus longs qui demandent plus de temps. Et comme on le disait, le retour sur investissement, tu as pas l'impression qu'il est aussi grand. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux et que tu as l'impression qu'il faut y être. Mais, hem, n'importe qui est sur les réseaux sociaux, il est aussi, par exemple, sur YouTube, où il y a personne qui est cantonné à un seul réseau social ou un seul média. Les gens, ils vont un peu de partout. Donc tant qu'à faire, autant toi, en tant qu'entrepreneur, essayer d'aller à un endroit où tu auras moins de concurrence, même si, bah, c'est plus chiant de faire de la vidéo, c'est plus long, ça demande de se montrer, enfin ça demande plus de boulot. Hem, mais la barriè enfin, tu as plus de chances d'être mis face à ton persona et une fois que tu y es,
la connexion va être plus forte. Ouais, effectivement, effectivement. Puis justement, tu sais, tu m'as ouvert une porte sur la vidéo parce que ce soit le contenu court ou le contenu long, c'est souvent un gros frein. C'est souvent un Mmh. quand tu parlais de barrière à l'entrée, je trouve que c'est quand même une barrière importante. C'est sûr que sur YouTube, j'ai l'impression qu'on s'attend à un peu plus de qualité versus le contenu court qui peut être très, ici on dit à la bonne franquette, là. Donc, tu sais, comme, allez, on y va, on ouvre le téléphone, puis c'est ça. Tu sais, par ton expérience, ce serait quoi, mettons, pour toi, le gros avantage d'aller vers des vidéos YouTube versus d'autres formes de contenu long que tu as testé, comme par exemple le blog ou encore le podcast, qui maintenant aujourd'hui est rendu très vidéo, tu me diras, Qui là? est rendu très vidéo, ouais. Ouais. Je dirais que YouTube, déjà leur algorithme de recommandation, je le trouve génial. Si ta vidéo plaît aux gens qui la regardent, ils vont te mettre devant du jour au lendemain auprès de plein de monde. Tu vois, ma deuxième vidéo, elle a fait genre 150 000 vues en 3 semaines. Wow. Donc, et c'était la deuxième. C'est une vidéo où je parle à la webcam et où après, je filme un PowerPoint que je suis en train de commenter. Donc, au niveau technique, on est vraiment tout en bas de l'échelle. Euh, et, euh, et je sais plus où je voulais aller avec ça. C'était quoi la suite de ta question? Mais par rapport, dans le fond, la vidéo, par rapport à une autre forme de contenu long, tu sais, comme par ton expérience, ce serait quoi peut-être les pour, les contre, des options Oui. qu'on a? Bah, les pour, c'est que parmi les autres formes de contenu long, je trouve que c'est le plus compliqué technologiquement et à construire. Et puis, il faut se mettre un peu devant la caméra. Ton but, ça reste de créer une relation forte avec ton audience. Et ça marche mieux quand ils te voient, quand ils voient ta tête, quand ils te voient bouger, quand ils arrivent à voir qui t'es. Après, encore une fois, moi, on me voyait que la première minute. Après, c'était que ma voix sur un PowerPoint. OK. Et je pense que cette connexion, c'est l'atout principal de la vidéo. Ce qui fait que les gens ont plus l'impression de connaître. Tu vois, tu lis un livre ou un article de blog ou enfin, un contenu écrit, c'est pas la même chose que si tu as la personne en face qui te le présente. Tu vois, la connexion va être beaucoup plus forte si tu vois la personne, si tu entends sa voix, si tu entends tout ça. Ce que tu peux faire avec le podcast au niveau de la voix, par exemple. Mais la vidéo, pour moi, c'est le top du top du moyen de créer une audience. Enfin, de créer une relation forte avec l'audience, par contre. Pardon. Mmh. Ouais. Puis tu sais, souvent, on va avoir, je pense, ben, ce que j'entends beaucoup, tu sais, c'est la barrière de ah, mais tu sais, l'équipement, tu sais, justement, on veut une bonne caméra, un bon micro, un bon ci. Puis tu sais, je parle, mettons, aux perfectionnistes, là. Puis j'en ai Ouais, accompagné beaucoup dans la dernière année, tu sais, qui veulent donc avoir cette qualité, cette finition, cette finesse. Puis là, on part dans des dérives de oui, mais là, je préfère ci, puis là, je préfère ça. Puis là, finalement, il n'y en a pas de vidéos qui sont publiées. Tu sais, je trouve qu'il y a vraiment une espèce de, tu sais, de rabbit hole là, qui se présente complètement. avec YouTube. Si on mélange, tu sais, aussi avec tout à l'heure, tu nommais justement que le SEO prend du temps, mais ça prend aussi des aptitudes un peu plus techniques là, pour faire les recherches et tout ça. Qu'est-ce que tu sais, si, mettons, quelqu'un se dit OK, là, Paul m'a convaincu, c'est vrai que je mets trop mes œufs dans le panier des réseaux sociaux, j'ai envie de tester le contenu long avec YouTube. Tu sais, ce serait quoi une voie pour commencer sans avoir cette petite voix qui cherche la production hollywoodienne et la perfection? Moi, ce qui m'a beaucoup décomplexé, c'est de me dire, Paul, au pire, si ta vidéo, elle flop et qu'elle fait 0 vue, personne le sait, vu qu'elle a fait 0 vue. Donc, déjà, je me suis vachement détendu Tout à là-dessus. fait. Je me suis dit, si elle flop, c'est pas grave, il y a que toi qui est au courant, parce qu'elle a flopé. Ouais. Et, et après, ça a été vraiment de l'apprentissage. J'ai été hyper tolérant avec moi-même, c'est ta première vidéo, ce sera mieux la prochaine fois, t'inquiète pas, et on avance, et puis j'avais pas vraiment d'ambition là-dedans, tu vois, c'était plus de partager ce que j'avais appris sous un format vidéo j'avais un attrait pour la vidéo, hein, j'avais envie de le faire, ça me plaisait, j'avais pas spécialement de barrière, j'étais un peu timide, mais pas, ça me faisait pas plus flipper que ça de mettre ma tête sur YouTube, tu vois. Mhm. Et, et c'est ouais d'y aller et de voir ce que ça donne, et c'est pas du tout parce qu'une vidéo elle est hyper produite qu'elle va marcher. Les deux sont complètement décorrélés. Moi, mes vidéos qui ont le mieux marché, c'est des vidéos où le contenu est intéressant, le packaging est bon. Tu vois, notamment le sujet que tu abordes, ta miniature, ton titre, que ça donne envie de cliquer et que les gens, il y ait une certaine curiosité. Et après, que ce que tu dises soit intéressant, parce que si tu dis que des bêtises, les gens s'en vont et ça plaît pas à YouTube. Ouais. Mais la forme, l'aspect technique, finalement, est pas
pas tant important que ça. Ça, c'est plus du kiff perso, tu vois, pour te dire, ouh, je suis un grand, j'ai un studio de tournage, de montage, de tout ça. Mais, mais sinon, c'est pas tant important que ça pour la réussite sur YouTube. De mon Mhm. expérience, en tout cas. Mais c'est ça, mais il y a le côté, tu sais, parce que c'est deux volets, tu sais, il y a le côté technique de, OK, ben comment, justement, tu sais, en termes d'équipement ou d'environnement, tu sais, souvent, c'est ça, on peut se mettre, on peut chercher un décor, puis là, maintenant, les gens ont des petites lumières partout, puis des petites affaires, des petits, puis là, ça, on dirait qu'on se dit, ben ça prend ça maintenant, ce qui n'est pas le cas, comme tu dis. Mais il y a aussi le côté de trouver, finalement, l'angle, tu sais, stratégique Mm. à la chaîne YouTube, parce qu'aujourd'hui, il y en existe des tonnes des vidéos YouTube sur tous les sujets. Là, on pourrait en trouver un ensemble. Une vidéo en 5 minutes, tu sais, ce serait fait. Par quoi, justement, tu suggérerais de commencer au niveau tu sais, plus de la stratégie, j'ai envie de dire, éditoriale, vu que quand on est dans Mm. du contenu plus long, ben c'est sûr que j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté peut-être que le contenu soit un petit peu plus evergreen, vu le temps de production, puis tu sais, la longueur du Mm. contenu. Comment toi, tu gères ça? Ouais. Bah, déjà, au niveau de la concurrence, tu trouves aussi tout autant de concurrents si tu cherches sur Instagram, tout ça. Tu vois, c'est pas que sur YouTube Exact. qu'il y a plein de monde partout. Ouais. Après, moi, comment j'ai au début, je faisais soit des vidéos sur des sujets dont j'avais envie de parler. Juste, c'était en lien avec ma thématique HPI hypersensibilité. Et encore une fois, je naviguais à vue, tu vois, il n'y avait pas de Ouais. stratégie. Soit sinon, j'essayais de voir des gens qui avaient déjà percé dans cette même thématique et voir quel type de vidéo ils font, quel type d'angle ils prennent, et pour essayer de le réadapter, moi, et de le pas faire du copier-coller, mais de me dire, ok, je vois que ce type de vidéo-là, ça marche. Comment je peux me le réinterpréter? Ou voir même dans des niches qui sont pas la mienne, mais me dire, ok, Ouais. eux, ce type de format-là a l'air de bien marcher. Comment est-ce que je pourrais le transférer, moi, dans ma thématique? Donc ça, je l'ai fait beaucoup comme ça. Et après, je pense la différenciation, elle vient aussi beaucoup. YouTube, ça permet de montrer pas mal la personnalité. Mhm. Euh, et la personnalité, c'est un axe de différenciation énorme quand, quand on te voit. En fait, il y a des gens qui préfèrent ta manière d'expliquer pour une raison ou pour une autre. Il y en a qui vont pas aimer ta coupe de cheveux pour une raison ou pour une autre. C'est comme ça et c'est le jeu. Ouais, effectivement. Puis, je pense qu'un des freins aussi qui peut faire peur, parce que là, on parlait surtout de YouTube, tu sais, c'est l'aspect peut-être plus technique, tu sais, c'est-à-dire quand on parle Mm. de recherche de mots-clés, de paramétrage de la vidéo et tout ça. Dans le succès, par exemple, sur YouTube, c'est quoi le pourcentage, mettons, que tu attribues réellement là, à la portion un petit peu plus techie techno, mettons? Je dirais 20 ou 30% grand max. Ce qu'il faut, c'est que tu aies un bon micro. Parce que si le son est grésille tout le long, c'est très désagréable et les gens ils vont couper. Même si Mhm. mes premières images elles sont floues, ça va pas empêcher la vidéo de marcher. Tu vois, quand je me filmais à la webcam, je suis encore à la webcam là d'ailleurs, mais c'est une webcam un peu meilleure qualité. La première elle était vraiment pétée et, euh, et ça gênait pas tant que ça les gens. Tu vois, c'est vraiment la qualité du micro est importante. C'est ce qui Mhm. fait, je dirais, les 20 à 30%. Sinon, après, c'est uniquement le contenu que tu délivres et la manière dont tu donnes envie aux gens de cliquer sur ce contenu. Donc, avec ton titre et ta miniature. C'est ça qui fait Ouais. le succès ou non de ta vidéo. Mhm. Qui est un peu l'équivalent des fameuses accroches, tu sais, dans les Ouais, contenus réseaux sociaux, là. C'est vraiment ce qu'on met en couverture d'un carrousel ou les premières phrases qu'on prononce. C'est un peu comme l'emballage, on va dire. Fait que, exactement. effectivement. Exactement. Mm. Mais sur YouTube, tu as l'avantage que tu peux changer ce titre et cette miniature après coup. Si tu te C'est rends vrai. compte que ça n'a pas plu, tu peux le changer. Et tu peux, là en plus, depuis un an ou deux, ils ont mis une nouvelle fonctionnalité où tu peux tester 3 miniatures différentes. Et YouTube fait des ABC tests du coup. ABC. Et il va sélectionner au bout de, il fait un test pendant 1 ou 2 semaines, je sais plus. À la fin, il te dit c'est celle-là qui a le mieux fonctionné. Est-ce qu'on la garde? Et voilà. Et donc, Wow. t'es quand même beaucoup plus aidé qu'avec Meta. Oui, oui, oui. Meta n'est pas l'application la plus soutenante. À plusieurs égards d'ailleurs, mais ce sera un autre sujet. Effectivement. Puis si on parle de blog, parce que, bon, tu as dit, mentionné, tu avais commencé aussi avec le blog. Tu disais que là, c'est plus quelque chose nécessairement que tu entretiens autant. Est-ce qu'aujourd'hui, commencer avec un blog, c'est réaliste dans l'univers web du jour? Est-ce que c'est quelque chose de quand même encore accessible autant
que, mettons, en 2012-2015, selon toi? Alors je pense oui, c'est accessible, c'est juste beaucoup moins sexy et beaucoup moins vendeur qu'à une époque où c'était la nouveauté. Maintenant, c'est un Ouais. truc qui fait un peu has-been, mais je pense que c'est toujours très important, surtout que c'est le SEO, donc que tu as via ton blog, Ouais. qui permet d'indiquer aux intelligences artificielles ce qu'on va dire de toi. Et donc dans un futur qui, à mon avis, va arriver plus vite qu'on ne le pense, où la plupart des gens ils feront des recherches que via LLM, je pense que c'est important de pouvoir les éduquer, ces IA, et ça, tu le fais via du SEO. Donc en Mmh. ce sens-là, c'est important. Après, si tu es un créateur de contenu et que tu veux vivre 100% via un blog, je pense que c'est plus compliqué. Par contre, moi, je travaille de temps en temps avec des prestataires de services qui utilisent le blog pour ramener des gens vers leur service. Euh, et donc ça, et il y a des super résultats. Donc je dirais pas que c'est mort. Euh, Juste, il faut prendre en compte que maintenant, ça sert surtout à dompter les IA et que c'est moins sexy et c'est pas vendeur, quoi. Ouais. On dirait que dans ma perception, je me dis, je miserais pas 100% là-dessus. Tu sais, Non, moi non plus. j'ajouterais quelque chose. Ouais, c'est ça. Alors Non, non. qu'autrefois, ben autrefois, mon Dieu, je parle comme si ça faisait 100 ans. Mais tu sais, il y a juste 10 ans ou tu sais, 10-15 ans, c'est comme clairement, on pouvait bâtir des business autour de blogs, là. Donc, on est vraiment ailleurs aujourd'hui, Ouais, ouais, comme c'est tu dur. l'as dit. Ouais. Et puis ce qu'il y a, c'est que ça va, tu vois, avec l'IA générative, il y a beaucoup maintenant d'articles qui sont 100% rédigés par de l'IA. Euh, pour le moment, si tu es habitué à rédiger avec l'IA, tu arrives à les voir un peu les articles faits avec l'IA. Mais je pense que Ouais. petit à petit, l'IA va devenir de plus en plus forte et tu n'arriveras plus à savoir ce qui est rédigé par un humain ou par de la techno. Et, et un bon moyen de se protéger de ça, du coup, c'est d'utiliser la vidéo et l'image et ta personnalité. Et ça, le moyen de mettre en avant le plus possible ta personnalité, c'est via de la vidéo, selon moi. Exact. Oui, oui, c'est carrément ce que l'intelligence artificielle ne pourra pas reproduire de façon Mm. telle quelle. Là, tu vas me dire, ben oui, j'ai vu des vidéos générées par IA. Oui, mais t'es as-tu vu? T'es as-tu regardé? Ça a Oui, comme voilà. rien à voir, là. C'est terrible. Ouais, J'ai, complètement. j'en ai vu aucune qui m'a fait faire, tu sais, qui m'a dit, ah oui, je sens là, que nos vidéos de créateurs de contenu sont en péril, là. Tu sais, Mm. Peut-être je ça suis pas arrivera rendue un là. jour, hein, mais pour le moment, Peut-être, ben oui. je suis pas là-dessus. Ou alors ça va créer des nouveaux concurrents. Tu vois, un concurrent 100% IA, qui est une fausse Imagine. personne. Mais tu te battras ce sera toujours ta personnalité versus la sienne. Et finalement, tu es toujours à armes égales. Là où quand c'est de l'article de blog, tu te bats contre un truc qui peut écrire des centaines d'articles par seconde. Enfin, c'est perdu d'avance. Ouais, ouais. Vraiment. Puis dans la stratégie aussi que tu emploies, il y a beaucoup l'infolettre, quelque chose que tu mets Oui, beaucoup de l'avant. Puis là, on parlait de blog. Et là, c'est sûr qu'un des courants qu'on voit actuellement, c'est plutôt que d'avoir un blog, c'est plutôt d'avoir un genre de Substack là, qui est comme un abonnement d'infolettre qui permet quand même de découvrir d'autres créateurs. Est-ce que tu penses que c'est un peu l'espèce de réunion entre l'infolette et le blog qui fait qu'il y a autant d'engouement autour de cette plateforme-là? Je sais pas, toi, je pense pas que tu es sur Substack, à moins que je me trompe. non, moi je suis pas sur Non, c'est ça. Substack. OK. Non, non, c'est de l'infolettre à la vieille école que je fais. Standard. Ouais, c'est ça. Ben, moi Ouais. aussi. Ça Euh, fonctionne bien. oui, ça fonctionne très bien, c'est pour ça qu'un peu la flemme de changer. Le Substack, j'ai l'impression qu'ils sont pas très bons pour le SEO, OK. parce que aussi une infolette, quand tu l'écris, elle est pas pensée pour être sur du référencement organique. Donc, je comprends l'idée que ça te donne accès à comme une base de données de toutes tes anciennes infolettres, et ça c'est cool. Ouais. Mais finalement, est-ce que tu n'as pas d'autres moyens de le faire différemment? Pourquoi pas? Je sais pas. Je me suis pas trop penché sur la question vu que ce que je fais me va bien. Donc j'ai pas ressenti le besoin d'aller chez eux. Mhm, je comprends. Mais justement, parlons de comment toi, tu t'es pris en lien avec l'infolette. Parce que c'est quelque chose que tu mets beaucoup de l'avant, tu sais, sur ton site web, dans tes communications. Puis comme tu as mentionné aussi au début, tu sais, que tes revenus proviennent d'affiliation, ben on fait le Ouais. lien avec. Ça prend des courriels, ça prend une base de données de gens. Comment? Parce que la grande frustration de beaucoup d'entrepreneurs,
c'est le nombre qui grossit très peu vite et que souvent les gens se découragent. Genre, mais, oui, j'ai une infolette, Mélanie, mais tu sais, comme j'ai juste 200 personnes. OK, mais Mmh. c'est bien, c'est déjà ça. C'est déjà Comment bien. toi, tu as réussi à bâtir ta liste? Je l'ai bâti beaucoup, la toute première sur les HPI, c'était avec YouTube. Dans chaque vidéo YouTube, j'avais plusieurs lead magnets, genre, environ 5. Chaque vidéo YouTube était reliée à un lead magnet qui permettait enfin, tu téléchargeais le lead magnet et après tu étais inscrit à l'infolettre et ça faisait que j'arrivais à tourner à peu près, j'avais autour de 10 000 abonnés avec ça, tu vois? J'en gagnais plus ou moins 1 000 nouveaux tous les mois, et des fois ça plafonnait. Après il y avait des désinscrits, il y avait des gens que je virais quand je voyais qui, qui lisaient plus. Mmh. Donc j'arrivais à peu près à avoir du monde comme ça. Sur la partie là, entrepreneuriat web, c'est plus compliqué parce que, bah, il y a beaucoup plus le marché est plus saturé. Ouais. Donc la taille de l'infolettre est plus petite et les gens sont plus réticents à s'y inscrire. Je pense qu'ils connaissent plus. Je suis arrivé moi sur les HPI, c'était une audience moins habituée à ce système-là et je pense que j'en ai eu beaucoup parce que, bah, ils étaient naïfs, Oui, c'est avec ce ça. système. Mais l'autre avantage, c'est que ça fait que maintenant les gens qui y sont, c'est qu'ils savent que je vais leur vendre des trucs, là où quand je vendais des choses sur la première sur les HPI, j'avais des levées de boucliers des fois, des gens qui me disaient «Oh Paul, qu'est-ce que tu fais? Moi je veux que du contenu gratuit, laisse-moi tranquille». Oh. Donc il y a des avantages, des inconvénients dans les deux cas. Mais j'attire les abonnés via du lead magnet sur les contenus gratuits, sur du YouTube notamment, ou le podcast, ou des choses comme ça. Mmh. Puis qu'est-ce qui fait que cette stratégie-là t'amène, tu sais, à avoir quand même, un bon taux d'ouverture, puis tu sais, un lectorat qui est quand même, qui j'allais dire captif, c'est pas vraiment, ben, en tout cas, je sais pas si c'est le bon mot, le bon terme, mais tu sais, qui Oh, ça se comprend. consomme, ouais, c'est ça, qui consomme, les infolettes. On sait que, ben, comme tu l'as dit, des fois, il y a comme un, comment dire? On peut froisser des gens en mode promotionnel, hein, quand on veut Mmh. promouvoir des choses. Effectivement, même si comme entrepreneur, on est habitué, là, on connaît la mécanique de, ben oui, tu sais, je te donne mon courriel, c'est sûr que tu vas avoir quelque chose à me proposer après. Mais justement, comment tu arrives finalement à avoir cette fidélité-là de ton lectorat qui amène des bons taux d'ouverture, justement? Ouais. Bah, déjà, j'essaye de ne pas voir l'infolettre comme une lettre d'information, mais Oui. plus comme un média à part entière. C'est-à-dire que quand tu la reçois, je l'envoie une fois par semaine. Et c'est pas voilà mon actualité, clique là pour aller voir cette interview, clique là, fais ça, tu vois. C'est plus, je veux que le contenu email se suffise à lui-même. C'est-à-dire que quelqu'un le lit, il a chopé l'information et il n'a pas besoin d'aller cliquer sur les autres liens s'il veut. Il a chopé le truc, il a appris quelque chose et il a une info qui lui plaît. Et je pense au moins 80 à 90% de mes emails sont informationnels. De temps en temps, il y a de la vente sur les 10 à 20% qui restent, mais la plupart des emails sont informationnels et, et j'essaye encore une fois d'y mettre à fond de personnalité. C'est-à-dire qu'il y a un petit encart à la fin où je raconte ce qui m'arrive en ce moment, je mets des photos perso bah, je suis nomade digital, donc c'est des photos de mes voyages. J'aime bien, moi, j'adore dessiner, alors je fais des petits dessins des monsieur bâtons tout moches, mais j'essaye de mettre au maximum de personnalité et de Paul dans cet email pour le rendre différent. Et c'est ce qui fait qu'il y a des très bons taux d'ouverture et que pour le coup, les gens restent. Les gens, quand ils sont abonnés, généralement, ils restent des années. Mmh. Ouais. Puis tu sais, je t'écoutais parler, puis je me suis, tu sais, c'est toute l'importance, hein, du branding personnel, tu sais, de pas avoir peur de mettre de l'avant notre univers, notre unicité, comment on Mmh. pense, comme qu'est-ce justement tu parlais des dessins, ton mode de vie. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que je côtoie qui sont réticents à ça, comme si c'était plus facile, tu sais, justement, de se cacher derrière leur expertise, derrière des choses euh, plus confortables, peut-être Mmh. pour ces gens-là. Puis d'un autre côté, on parlait justement de l'infolette, mais le fait aussi peut-être que, ça c'est ma théorie, tu me diras ce que tu en penses. Tu sais, le fait que quand j'ouvre, par exemple, Instagram ou LinkedIn, les gens voient pas ton contenu partout. Donc, ils n'ont pas nécessairement l'impression qu'ils ont d'autres, ben, à part, je parle, il y a YouTube, là, mais en termes de contenu, comme tu disais, tu sais, snackable qu'on va ouvrir, là, tu sais, malheureusement, les gens ouvrent beaucoup leurs applications de réseaux sociaux dans une semaine. Et tu sais, des fois, peut-être on a l'impression d'avoir tellement de contenu passé des mêmes personnes. Quand arrive Mmh. l'infolette, il y a comme moins cet effet de surprise aussi. Il y a moins cet C'est effet de vrai. «Ah, c'est un rendez-vous».
Dirais-tu qu'il y a un effet de rareté précieuse avec cette, ton écosystème de contenu? Complètement, parce que le contenu qui est dans l'infolettre, il n'est que dans l'infolettre. Tu as aussi des liens vers les nouveaux contenus que je fais, tu vois, de mon podcast ou de cet échange, je mettrai un lien, tu vois, pour que ceux qui veulent aller plus loin puissent. Mais le contenu de l'infolettre, il n'est dispo que dans l'infolettre et j'ai pas de système de base de données des infolettres anciennes. C'est-à-dire que si tu le lis pas là, tu ne le liras jamais. Et Exact. il y a ce système de rareté, du coup, si je veux de Paul, c'est juste là. Ouais. Et c'est le seul endroit. Et pour le coup, ça marche bien. Tu vois, il y a des jours où des fois j'ai un bug de mon logiciel, il s'envoie le lendemain l'email ou des trucs comme ça. Enfin, en plusieurs années, tu auras des bugs. Euh, et, euh, et j'ai des emails le jour même en mode Paul, mon infolettre, elle arrive normalement, c'est le vendredi matin à 5h30. Là, je l'ai pas. Est-ce que tout va bien? Et là, je me dis, ok, j'ai réussi à créer un truc cool quand même. Mais ça vient parce qu'il y a de la rareté, comme tu dis, que je ne suis pas présent partout. Je me protège de mon énergie aussi. Et, euh, Mhm. et le contenu ne se trouve que là. Ben, c'est comme, on dirait qu'en t'écoutant puis en réfléchissant, ça m'est comme apparu comme une évidence, alors que, tu sais, oui, on va se le dire, c'est clair que c'est quelque chose qui est à réfléchir parce que combien d'entrepreneurs, justement, tu sais, puis c'est pas péjoratif, mais qu'on va connaître un peu toute leur vie via les réseaux sociaux, puis que quand Mm. arrive l'infolettre, ben, que c'est comme une reprise, en fait, de OK, ben là, il se passe ça, ou je te raconte telle affaire, ou tu sais, comme même si c'est intéressant en mode plus storytelling, reste que on peut avoir l'impression qu'il n'y a absolument rien de nouveau. C'est juste un point de contact de plus que la Mm. personne ajoute dans son écosystème de contenu. Puis il y a même des fois des infolettes que je n'ouvre pas volontairement parce que juste avec l'objet, je le sais qu'elle va me parler de la même chose que j'ai vu passer dans un post, exemple sur LinkedIn. Mais c'est fou. Puis là, j'avais comme pas réalisé cet effet-là. Alors qu'on dit que, tu sais, en marketing, c'est la répétition qui est importante. J'ai comme l'impression que oui, mais non, hein, dans certains contextes. Dans Euh, certains contextes, non. ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, en tout cas, Mais ça ça veut vient comme. du fait que... Ouais, oui, Oui, vas-y. ça vient du fait aussi que je considère que mon infolettre, c'est le centre de mon business. Hmm. Mon business, c'est pas YouTube, c'est pas du blog, c'est pas du podcast, c'est l'infolettre. Et les gens qui veulent suivre mon business, ils suivent l'infolettre. Et le reste c'est que des outils pour attirer des gens à l'infolettre. Euh, et, et c'est pour ça que je me permets de mettre du contenu unique là-dessus, du boulot là-dessus. C'est parce que le business, c'est là-dessus que je vends. Si tu veux entendre parler de mes offres, il faut que tu ailles là-dessus, tu n'en entendras pas parler ailleurs. C'est là-dessus que je C'était ma crée la prochaine vraie question. relation. Oui, Ah ben c'est voilà, ça. j'ai Ouais, répondu. Ah, ouais, c'est ça. Mais non, mais parce que c'est vrai que dans tu sais, notre façon souvent de consommer le contenu, ben on voit que les gens vont parler de leur offre un peu partout. Et là, en disant, OK, ben moi, si tu veux savoir comment, tu sais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai à te proposer, c'est dans l'infolette, ben clairement qu'il y a un tri, un filtre qui se fait et même qui doit amener un effet quand même positif aussi sur ton contenu organique parce que ben on n'est plus dans c'est-tu de la promotion, c'est-tu plus du hmm. contenu éducatif ou tu sais comme dans quelle proportion on va s'embarquer tu sais émotionnellement dans une vidéo puis là finalement on réalise tu sais qu'au bout de 10 minutes OK, c'est une infopub pour tel logiciel. Tu comprends que ça amène des fois une Oui. dynamique pas de déception mais on fait comme OK, tu sais c'est moins Oh, c'est tandis que là décevant quand même. oui, t'as raison, c'est décevant. J'adore, oui. Oh, Non, si. effectivement, on fait comme ah, je pensais que c'était vraiment une opinion puis un contenu authentique, éducatif, alors que Hmm. finalement, c'était toute une grande mise en scène pour présenter le nouveau logiciel, la dernière Hmm. fonctionnalité. Bref. Complètement. Mais je trouve ça intéressant parce que comment tu arrives finalement à monétiser cette liste-là, tu sais, puis de mémoire, on parle à peu près de 2000 courriels à peu près environ. À peu près, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, tu Ouais. sais, les gens qui s'arrêtent à dire ah, mais là, pour monétiser, pour faire de l'argent, ça me prend une énorme liste, puis 10 000 courriels. C'est clairement l'exemple que non. Comment on fait ça? De quelle façon, en fait, tu arrives à monétiser? Parce que là, tu as parlé beaucoup d'affiliation, mais tu as aussi des offres Ouais. que tu vas promouvoir. Parle-nous donc un peu de ça. Et donc le premier volet, c'est l'affiliation.
qui me faisait en 2025, c'était 90% de mon chiffre d'affaires à peu près. Cette Énorme, ouais. année, on est plutôt sur du 50-50. OK. Parce que j'ai vachement réduit et Google m'a forcé à réduire. Ah oui, oh Euh, non! ouais. Bah, j'avais pas mal d'articles de blog qui étaient bien référencés, de comparatifs et de choses comme ça, qui ne le sont plus. Donc c'est pour ça que ça m'a Oh. enlevé une partie de l'affiliation. Puis c'est de Mais l'affiliation pour quel genre de choses, si on peut avoir juste un c'était aperçu? des formations en ligne dans l'univers de l'entrepreneuriat web, donc formation SEO, formation WordPress, formation copywriting, formation plein de choses, et des logiciels dont tu pourras avoir besoin quand tu fais de l'entrepreneuriat web. Donc, logiciel Donc des emailing, formations de logiciel de d'autres facturation, tout ça. entrepreneurs, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est C'est ça. ça, Des OK. formations de marketing digital, de différents volets du marketing digital. Mmh. Donc j'avais ça sur le blog. Et sur la partie liste email, c'était dès que je parle d'une compétence qui est importante pour je sais pas quoi, enfin ça dépend du sujet, ou d'un logiciel que j'utilise ou quelque chose, je mets toujours un lien affilié vers cette chose dont je parle. Donc chaque Ouais. newsletter, ça fait des clics et potentiellement des ventes par la suite. Dès que j'ai des partenaires, tu vois, donc via le podcast, j'ai rencontré beaucoup de monde, soit en tant qu'invité, soit en tant que mon podcast. Ben, il y a toujours des liens affiliés vers les programmes de ces gens-là dans les podcasts. Donc, ça me permet de faire des ventes. Tu vois, je t'ai mis en avant la personne pendant 2 heures. Si tu as bien aimé l'interview, tu as bien aimé la personne, potentiellement tu vas acheter par la suite, ben, j'ai ma commission affiliée là-dessus. Ça s'est remis en avant aussi dans la newsletter. Donc ça, c'est le volet affiliation. Ouais. Et après, le volet vente de mes produits, c'est celui-là surtout qui est très très fort. Enfin, la vente se fait uniquement via la newsletter. On voit un peu mes produits sur le site, mais sinon la vente, elle se fait sur la newsletter. Et ça va dépendre beaucoup de mon mood du moment et de ce que j'ai envie de faire. Mais là récemment, j'ai beaucoup accompagné des prestataires de services, comme je te disais, à développer leur référencement organique. Après, des fois, je fais des conférences payantes, des fois, enfin, ça dépend de mon mood du moment. Mmh. J'aime ça parce que ce que j'entends, c'est beaucoup de liberté, en fait, que tu t'offres. Complètement. C'est très nomade digital. C'est très, Ouais. tu sais, ouais, j'aime ça parce que des fois, je pense on peut rapidement se renfermer dans des offres parce qu'on se dit, ben là, je l'ai déjà créé, ça que je vais promouvoir. Puis là, c'est comme, tu sais, le fameux, ben j'ai toujours fait ça comme ça, fait que ça va être ça. J'entends beaucoup l'écoute, c'est l'espèce de pulsion du moment, de dire, ben c'est ça que j'ai envie de proposer, je vais le proposer, je le fais. Mm. J'en parle dans l'infolette. Ouais, complètement. J'essaie d'être plus spontané et un peu plus libre dans ce que je propose et plus de m'écouter moi, finalement. Et pour le coup, ça marche bien. Après, c'est sûr que tu dois recréer une formation régulièrement. Enfin, c'est plus de boulot que si tu as un truc qui marche et t'appuies dessus. Euh, mais c'est ce qui me plaît Ouais. finalement. Donc, et j'ai le luxe d'avoir l'affiliation qui m'assure un filet de sécurité aussi. Tu vois. Oui, 100%. 100%. Puis, ben, tu vois, ça me fascine parce que en termes de taille de liste, tu sais, je me dis, mon Dieu, mais c'est beaucoup plus accessible qu'on pense. Peut-être que là, tu m'aides à défaire des fois des croyances par rapport à l'affiliation ou tu sais, c'est beaucoup une question de volume parce que, tu sais, bon, combien de gens vont finalement cliquer puis acheter via un lien d'affiliation? Fait qu'on dirait peut-être que des fois, je me mets dans la position de, ah, ben, tu sais, avec une liste à 1300 contacts, ça vaut-tu vraiment la peine, tu sais? Puis là, je t'entends et je me dis, ben oui, ça vaut peut-être la peine. Ça vaut complètement la peine. L'affiliation, c'est un effet boule de neige, donc ça va marcher petit à petit sur du long terme. Tu vois, il y a beaucoup de gens, je les ai envoyés, j'ai fait parler d'un lead magnet de quelqu'un. Euh, Ils se sont inscrits. Il y a eu un lancement Evergreen auquel ils n'ont pas acheté. Par contre, ce même formateur fait un lancement de formation 1 an après. Et en fait, entre-temps, je lui ai envoyé 20 personnes et ces 20 personnes-là vont acheter. Donc en fait, c'est plus, tu as la première année, tu sèmes plein de graines, Ouais. tu vois où ça pousse, et après, tu appuies là où ça a poussé. Mais, euh, mais c'est ce que j'ai découvert avec l'affiliation, c'est qu'en fait, c'est un jeu de long terme aussi, encore une fois. Euh, Ben, tout ce que tu et il fais, faut le en faire tout fait, le temps. c'est ça. Donc, c'est comme un jardinier optimiste qui plante plein d'opportunités. Puis, parce Oui, c'est qu'autant ça, et avec on voit ce qui YouTube, pousse. ouais, c'est ça. Ben, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, tu sais, un podcast, YouTube, puis une infolettre, puis l'affiliation. Donc, c'est une business de, de,
de gens patients qui croient que ça va donner les résultats puis qui font les efforts parce que là, c'est Mmh. comme ma prochaine question pour toi, évidemment. Tu sais, on parle tu sais, pour maintenir ce niveau de contenu-là, c'est-à-dire l'infolette, le podcast, YouTube, on parle de combien d'heures par semaine ou par mois Mmh. pour entretenir ce contenu-là? Ouais. Alors déjà, je dirais que c'est pas un business de patient parce que je suis très impatient, c'est plus un business de gens stressés parce que j'ai toujours Ah, peur que pardon. tout s'arrête. C'est ça, OK. Moi, je te voyais Et là, la version idyllique là, de non, oui, non, la non, je suis quelqu'un de patience. très stressé et je me dis: «Je Ah. construis le truc le plus solide possible qui a le moins de chances de se péter la gueule». Mmh. Hem et au niveau du temps que ça me prend, j'ai l'infolettre que je rédige toutes les semaines, ça me prend entre une demi-journée et une journée, selon l'inspiration qui vient plus ou moins vite, selon, si je suis en forme ou non, si plein de choses. Ouais, ben oui. On est plus généralement sur de la demi-journée, mais des fois, c'est plus long ou si j'ai envie de faire plein de dessins, bah, ça prend du temps. Oui. Hem et après le comment je fonctionne, c'est que j'ai le central maintenant, c'est les épisodes de podcast, qui sont ensuite mis sur YouTube, et retransformés en articles de blog aussi. Donc la partie tournage, j'ai un épisode qui sort par semaine, donc si tu le lisses, je fais au moins une fois tout ça par semaine. C'est des tournages qui durent 2 heures. À chaque fois, je mets à peu près 2 heures de préparation aussi. Faut le temps de contacter les gens. Je dirais que ça prend 2 jours par semaine, tu vois, si tu le en Oui, oui, moyenne. oui. Mais j'ai plutôt tendance à le faire des périodes de rush où, où je vois que j'ai du temps, où, je suis à un endroit où je sais que je vais être tranquille, j'ai une bonne connexion internet et là j'enchaîne les tournages et Mmh. après des périodes où je fais plus grand chose, plutôt que de le faire de manière régulière. Puis est-ce que tu gères tout de A à Z au niveau de la production de ton podcast et des vidéos ou tu as un peu d'aide, de soutien, Non, je montage, fais tout admin, moi-même. tout? Je fais tout moi Le but de cette entreprise, moi, c'est d'en extraire le maximum de cash et J'avoue. je suis un gros radin enfin, je fais très, très attention à toutes mes dépenses. Pour le moment, pardon, j'estime que j'ai encore largement le temps de tout faire et Mmh. encore une fois avec, Riverside, finalement, ça prend très, très peu de temps, tu vois? Ouais. Transformer ça en vidéo, le montage, il se fait en 2 secondes. Je fais pas d'intro, je fais pas c'est un fichier très brut que je donne. Je le repose sur YouTube. Mes miniatures, elles sont standardisées, hem, enfin avec quelques modifications, mais c'est assez vite fait et la partie rédactionnelle, je suis beaucoup aidé par l'IA pour retransformer ça sur le blog. Donc en Ouais. fait, ça prend pas tant de temps que ça. Le plus long, c'est de contacter les personnes et de préparer le j'ai un gros travail de préparation, moi, de l'entretien, heu, mais ça, faut que ce soit moi qui le fasse. Et oui, effectivement, effectivement. Mais c'est drôle que tu dises que tu es radin parce que tu es radin peut-être des dépenses, mais pas de ton temps Ouais. parce que c'est quand même Non. beaucoup de temps. Tu sais, j'entends déjà certaines entrepreneurs que je sais qui écoutent le podcast, ils disent: «Mon Dieu, 2 jours et demi, mais je peux pas me permettre ça. Faut que» tu sais, quand on parlait justement des prestataires, tu sais, Ouais. là, on fait référence à des graphistes, des photographes, des web designers, des gens qui vont faire des services. Tu leur enlèves 2 jours et demi par semaine, bonne chance, tu sais? Et c'est pas les Oui, mêmes modèles d'affaires. complètement. Comment on trouverait l'équilibre selon toi avec, ton expérience si quelqu'un veut aller plus à l'essentiel? Tu sais, je pense à moi qui avait mon podcast, maintenant, c'est un épisode aux 2 semaines. À l'époque, c'était Ouais. un épisode par semaine. Puis à un moment donné, je me suis mis à calculer le temps que ça me prenait. Puis j'ai fait: «Ah, mon Dieu, c'est beaucoup plus de temps» parce que quand on aime ce qu'on fait, je sais pas si c'est comme ça, mais on a Mmh. tendance à pas tant voir le temps qui passe. Je suis Ouais. très, time, blind là, comme on dit, là, j'ai pas la notion du temps qui passe. Donc, là, de réaliser, de vraiment calculer: «OK, bon, ben, un podcast, ça me prend tant de temps pour justement préparer, contacter, après ça, la mise en ligne, le montage, et cetera». Quand j'ai réalisé ça, j'ai fait: «Oh, OK, c'est pour ça que je manque de temps et que je suis fatiguée». Fait que j'ai repositionné à un épisode, aux 2 semaines, ce qui est un rythme que je suis plus en mesure de soutenir. Mais toi, ce serait quoi si, mettons, demain matin, je te dis: «Ben, Paul, tu peux plus te permettre autant de temps à créer ton contenu», heu, qu'est-ce que tu épurerais là-dedans, en premier? Mmh. Je pense que je réduirais le rythme. Ce qu'il y a aussi, c'est que moi, ce contenu que je crée me permet de rencontrer des futurs partenaires pour l'affiliation. Donc C'est mon vrai. podcast, c'est aussi un levier
pour gagner de l'argent par la suite. C'est pour ça que je peux me permettre d'y donner autant de temps. Mhm. Mais si je devais réduire, je pense déjà que je ferais pas forcément du podcast, ou le podcast avec invité prend énormément de temps de préparation Ouais. de l'appel, de contact des gens, de caler les agendas et tout. Enfin, ça prend du temps de se trouver les bons créneaux, de tout ça. Donc j'irais plutôt sur du format seul. Soit je repasserai seul avec un micro, comme ce que j'ai fait de temps en temps, Ouais. soit comme ce que je faisais au tout début, c'est-à-dire de la vidéo type PowerPoint, et où je parle d'un sujet et je le fais comme ça. Et ça, j'arrivais à faire une vidéo en une demi-journée ou trois quarts d'une journée, tu vois. Donc, Ouais. j'étais beaucoup plus efficace là-dedans. OK. Donc, j'essaierai de passer sur un format plus comme ça. Ouais. J'aime ça parce que, tu sais, au final, imagine si dans ta situation, tu te disais, mais je vais aussi être présent sur LinkedIn et Instagram. Oh. À quel point là, on rajoute une couche. Tu sais, c'est ça aussi, là, parce que c'est dans les étapes que tu mentionnes pour la production d'un épisode. Ben, tu sais, moi, je pense à, OK, ben, tu sais, moi, je vais faire des extraits pour les réseaux sociaux. Mm. C'est une étape de plus. Qui n'est pas très longue, comme tu dis, maintenant avec les outils intégrés, soit dans Riverside ou à l'extérieur, on peut quand même avoir de l'aide. Et il faut aussi dompter son perfectionniste, parce que des fois, Oui. on peut vouloir modifier, puis là, on perd beaucoup de temps. Mais j'avoue que c'est vrai que c'est ça. Ce que j'ai trouvé, en fait, souvent dans ma réflexion du contenu long, puis je serais curieuse vraiment de t'entendre là-dessus, c'est que j'ai toujours dit à mes clientes ou mes collègues, euh, le contenu long, c'est génial, comme le podcast. J'adore ce média-là. Je trouve ça intéressant, même à consommer autant qu'à produire. Je trouve qu'il y a une connexion, puis je reçois toujours des... Mes meilleurs compliments viennent des gens qui écoutent le podcast. Il y a vraiment, on dirait Mm. qu'ils comprennent vraiment qui je suis, puis mon énergie. Donc, j'adore ce média-là. Puis ce que je dis, c'est que le contenu long, c'est merveilleux, mais il faut quand même qu'il soit accessible, diffusé pour être capable de Oui. prendre vie. Puis des fois, c'est ça qui est difficile, c'est que là, tu mets toute ton énergie dans la production de ton contenu long. Et là, Mm. après, il faut qu'il y ait des gens qui le voient. Il faut qu'il... Fait que, tu sais, oui, il y a le référencement, mais des fois, c'est pas la voie principale rapide. Donc, tu sais, c'est comme là où je te disais les extraits. Fait que dans ton cas, comment tu vois ça, la relation à OK, ben là, j'ai fait mon contenu long, j'ai fait mes épisodes. Qu'est-ce qui donne un peu plus le coup d'envoi pour que les gens euh, le consomment finalement? Ouais. Il y a eu les premiers épisodes, j'avais déjà l'infolettre avec déjà des abonnés, donc ça a été eux les premiers auditeurs et auditrices. Et après, j'ai beaucoup utilisé les communautés de mes invités. C'est-à-dire que mes invités, donc, ils sont utiles parce que c'est des partenaires pour des futures collaborations. Mais je mets tout en place pour que eux relaient au maximum le podcast sur leur infolette, sur leur réseau, sur n'importe quoi. Donc, je leur fournis plein de visuels qu'ils peuvent utiliser s'ils veulent. Je les tiens bien au courant de la date où ça va être posté, de tout ça. Et YouTube a une option de collaboration qui est hyper bien faite, où en fait, bah là, toi, tu publies par exemple sur YouTube. Quand tu vas le publier, tu pourras m'inviter en collaborateur si tu veux. Oui. Ou J'ai pas contributeur, pardon, je trouvé. sais plus comment. Oui, c'est ça. J'ai cherché là, la dernière fois quand j'ai vu que ça Ouais, existait. Je dis, mais c'est merveilleux, comme sur les réseaux, c'est on trop peut. bien. Faut que je retrouve l'option parce qu'effectivement, c'est génial comme Bah, c'est fonctionnalité. quand sur la page où tu fais les réglages, tu rentres les infos de la vidéo, tu sais, ils te demandent si c'est pour les enfants, si tu as fait de l'IA, des Oui. trucs comme ça. Et en dessous, tu as une partie gérer les collaborateurs. Et Ah, ça, oui. ça va mettre automatiquement, faut que tu m'envoies un lien et je le valide, mais Oui, ça va automatiquement présenter la vidéo aussi à mon audience comme si c'était moi qui l'avais publiée. Et ça, exact. en fait, ça fait qu'il y a des vidéos qui ont un reach démultiplié et qui fait que ça attire automatiquement des nouvelles personnes sur le podcast, mais là via YouTube. Et moi, quand je Mhm. parle du podcast dans mon infolettre, par exemple, je renvoie uniquement sur le podcast version audio, donc sur Spotify ou Apple ou les autres plateformes, parce que j'ai envie que les gens s'abonnent là, vu qu'il n'y a pas d'algorithme entre eux et moi à ce moment. Exact. Oui, effectivement. Oui, oui. Puis de toute façon, tu sais, à la base, peut-être que c'est mon côté millénial là, qui parle, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de consommer un podcast, en tout cas pour ma part,
sur des plateformes comme Spotify ou Apple Podcasts et compagnie, le format YouTube est vraiment intéressant, je trouve, comme quand il y a la vidéo. Mais par exemple, moi, mes Ouais, épisodes solo, pour le moment, ils sont que en audio. Puis je vois que dans les chiffres d'écoute, c'est beaucoup plus les plateformes de podcasts qui sont employées, mais ça reste que YouTube, c'est une porte d'entrée qui est super intéressante. Donc là, c'est pour ça que dans ma réflexion, tu vois, prochaine saison, au retour, là, à la rentrée, ben pour moi, je vais me donner ce challenge-là, que même les épisodes solo soient en vidéo, bah même ouais. si j'adore enregistrer en pyjama, en regardant mes notes, puis Tu tu peux le comprends, faire en tu sais. pyjama, là, en regardant tes notes, Je c'est pas grave. pourrais, mais on dirait que je suis comme qui va trouver ça intéressant à regarder une fille en pyjama Bah, dépeignée? là, tu Je sais, sais il pas. regarde un écran où il y a rien, alors au moins il te voit toi. C'est vrai. Exact. C'est vrai. Ce sont des blocages Mmh. intérieurs qu'il faut défaire. Au T'as boulot, raison. Mélanie. Au boulot. Ah oui, oui, on en a tous du boulot. Mais ouais, effectivement, je me souviens plus c'est quoi où je m'en allais avec mon envolée, là, mais je trouve ça quand même intéressant de dire que oui, il y a les outils, le fait que tu aies déjà ton infolette pour pouvoir renvoyer les gens sur tes nouveaux épisodes, ça, c'est clair que c'est un bel actif. Mais tu sais, on dirait que c'est la même chose aussi même avec ces entrepreneurs, mettons, qui là, ils viennent de terminer, par exemple, leur nouveau freebie, là, non, leur nouvel outil gratuit est terminé. Puis ils sont comme mais Annie, je l'ai fait, là, il est là. Puis là, ils sont comme, pourquoi personne s'inscrit? Mais parce qu'il faut que t'en parles, il faut que ça soit comme, tu sais, trouve les moyens de faire du bruit. Puis ce que j'aime dans ton approche, c'est que ce sont tous des moyens sans réseaux sociaux. Fait que ça enlève Ouais, une pression là-dessus ouais, sur la création. Mm. beaucoup de sérénité et beaucoup de tu vois, il y a la notion d'être propriétaire ou locataire, mais les réseaux sociaux, tu pas accès vraiment aux gens. Tu vois, si Instagram m'a supprimé mon compte une fois, j'avais pas moyen d'exporter ma liste d'abonnés, de la remettre sur un nouveau compte ou de les contacter ailleurs, c'est tant pis, c'est perdu. J'ai essayé LinkedIn aussi, on m'a supprimé mon compte 2 fois, enfin c'est je sais pas, Hein? j'ai Pourquoi? bah, Comment je pense que ça? c'est lié beaucoup au fait que vu que je suis nomade, j'utilise pas mal de VPN, des trucs ils aiment pas. Ah. Hem, mais souvent, en fait, je me suis fait sauter mes comptes régulièrement. Ou alors j'ai un petit démon maléfique là qui vient, qui me signale partout où je vais. Je C'est saurais ça. pas T'as dire. clairement des ennemis, non, c'est pas vrai, qui te Ouais, signalent à chaque fois. qui me signale partout. Non, non, mais à Ouais. chaque fois, du coup, ça me remet dans mon droit chemin de non, tu vois, c'est pas fait pour toi. Ça sert à rien. Et enfin, ça fait peur, tu vois, de te dire que bah, tu peux te réveiller un matin et genre 5 années de travail, c'est supprimé, tu peux absolument rien y faire, t'as aucun recours. Ouais. Effectivement. Puis, tu sais, en préparant l'entrevue, je me faisais la réflexion, tu sais, sur le coût de renonciation. C'est-à-dire que quand on renonce à quelque chose, que ce soit d'être sur les réseaux sociaux comme toi, ou encore on renonce à créer aussi du contenu long, que ce soit podcast, YouTube, blog, etc., ben, il y a clairement un coût à renoncer. C'est-à-dire qu'il y a des Mmh. possibilités peut-être qu'on ne décrochera pas à cause de ça. Puis autant des deux côtés. Puis je me dis, quand on regarde ce que les réseaux sociaux, parce qu'il y a un côté quand même positif à ces plateformes-là, même si on peut critiquer beaucoup d'aspects. Selon toi, est-ce que tu penses que, hormis, tu sais, si on écarte là, les petits démons des algorithmes qui t'ont fermé les comptes, est-ce qu'il y a une partie de toi qui pense que peut-être il y aurait eu des opportunités que tu aurais eues si tu avais été présent davantage sur les plateformes mainstream de réseaux sociaux? Mmh. Oui et non, c'est-à-dire que je pense que j'aurais eu des opportunités, mais ça m'aurait aussi pris du temps que là, en l'occurrence, j'ai mis ailleurs à passer plus de temps à préparer mes interviews, par exemple, ou à faire plus de YouTube, ou à avoir plus de temps perso qui fait que je suis plus reposé, que bah, je suis plus frais dans mes appels, tu vois. Ouais. Donc, oui, ça m'a certainement privé d'opportunités, mais ça m'a aussi permis de me dégager du temps pour faire des choses que je préfère faire et qui, ces choses-là, m'ont peut-être fait gagner du temps. Enfin, fait Ouais. gagner du temps, ouvert d'autres opportunités. Donc, c'est dur à dire. Après, je sais que ça donne heu, ça fait parler dans un sens, tu vois? C'est souvent un sujet de conversation que j'ai des fois quand je me fais inviter de: «Tu pas sur les réseaux sociaux? Tiens, on va en parler». Ouais. Et j'ai l'impression de pas jouer au même jeu que certains de mes concurrents et qu'en ce sens-là, je suis différent. Tu vois? Genre, allez tous vous battre sur Instagram,
Ouais. Moi, je suis dans la cour des grands, je suis sur du contenu long. Et toi, vous vous battez pour 10 secondes d'attention. Moi, par contre, les gens, ils restent 1 heure et demie avec moi. C'est peut-être un peu hautain de le dire comme ça. C'est une Euh, question d'intention. mais, Je euh, pense. mais des fois, je me sens un peu plus relaxé. Genre, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Jouez entre Ouais. vous, tu vois. Mhm. Ben même juste le fait d'aller aussi dans un modèle d'affaires qui fait beaucoup de place aussi à l'affiliation comme tu le fais, c'est quand même quelque chose qu'on voit peu. Tu sais, on va le voir peut-être plus aux États-Unis, Hmm. plus dans des marchés comme on va dire plus sophistiqués slash avancés. Là. J'aime pas tant le voir comme ça, mais tandis que j'ai l'impression dans la francophonie, oui, on peut faire de l'affiliation, tu sais, je vais faire de l'affiliation, mais c'est vraiment quelque chose de très granulaire là, en termes de Ouais. revenus ou de résultats, mais de dire comme, OK, non, ça c'est mon choix, de faire une place dans mon modèle d'affaires pour que ce soit des revenus qui permettent justement d'avoir moins de pression, tu sais, c'est quand même intéressant aussi là, d'avoir des revenus pour lesquels c'est pas toi qui as créé c'est pas toi qui as créé l'offre, le produit, de juste renvoyer des gens vers une offre, puis Oui. t'encaisses le chèque. C'est quand même un modèle d'affaires qui est vraiment intéressant. Je trouve qu'il est clairement sous-utilisé. Tu sais, en t'écoutant, je me dis, oh mon Dieu, mais clairement, c'est un sujet en soi, là. Tu sais, comment l'affiliation est peut-être moins bien connue. En tout cas, je sais pas en France à quel point les gens maîtrisent ces stratégies-là, mais ici, ça reste quand même très, très exceptionnel, on va dire. Hmm. Je dirais que c'est à peu près pareil en France. C'est-à-dire qu'il y en a qui les utilisent, mais ça reste du revenu complémentaire. Et il y a très peu de monde pour qui c'est le revenu principal. Mhm. Et je trouve ça hyper dommage. Enfin, tant Ouais. mieux pour moi, mais dommage pour Oui. les gens parce que c'est fantastique. Ouais. Puis t'attribuerais, mettons, t'attribuerais le succès de l'affiliation à quel levier dans ton écosystème à toi? Tu sais, si il y a l'infolettre, est-ce que c'est que basé sur la communauté infolettre ou il y a d'autres éléments qui pour toi ont fait la différence? L'affiliation, moi, il y a eu beaucoup. Je faisais de l'affiliation SEO. OK. Ce volet-là, donc, est en train de bien diminuer. Merci Google. Et, euh, et après, je dirais qu'il y a une partie dans l'infolettre et une partie dans la partie collaboration. Donc mettre en avant des autres entrepreneurs, prendre une partie, vu que c'est moi qui les ai mis en avant sur mon média, en l'occurrence le podcast, prendre une Ouais. partie de la rémunération qu'ils vont avoir via cette mise en avant, euh, ou travailler de temps en temps avec des sortes de bundles, des choses comme ça, tu vois, Ouais. le système collaboratif autour de l'affiliation, j'ai envie d'appuyer dessus parce que je pense qu'il a de beaux jours devant lui et surtout il m'excite, enfin il me met en joie, tu vois. Donc Ouais. j'adore ça, collaborer, j'adore rencontrer les gens et je pense que je vais aller dans cette direction. Ouais, 100%. Tu sais, j'ai collaboré, les 2 dernières années, j'ai collaboré dans le cabinet des curiosités. Je sais pas si tu l'avais vu Ouais, passer. C'est quand même un ouais, ouais, ouais. gigantesque bundle. Je c'est quelque tu sais, comme commencer avec ce type de bundle-là, c'est quand même différent parce que ça demande beaucoup de, tu sais, d'organisation puis c'est ça, c'est quand même, comment dire? Prenant, là, en termes de Mm. collaboration, là. C'est comme collaborer, c'est pas juste avec 2 3 personnes à la fois, c'est 123 autres personnes. C'est quelque chose. Mais Ça fait du monde. effectivement, ça fait du monde. Puis au-delà tu sais, du retour monétaire en lien avec l'affiliation puis les ventes qui sont faites, c'est vraiment l'aspect communautaire, je trouve, qui m'a le plus séduite, on va dire, par l'expérience. Mm. Tu sais, oui, c'était le fun, là, comme de faire des ventes avec ça, mais c'est là où j'ai vu, ah, tu sais, comme tout ce qu'on a à gagner aussi comme entrepreneur. C'est sûr que je le fais avec le podcast en invitant des gens, mais même au-delà de ça, comme on parlait des posts collaboratifs, ben, d'en faire aussi plus souvent, c'est quelque chose qui m'est gardé en tête, de me dire, OK, mais pourquoi je le fais pas plus? Tu sais, c'est tellement de l'échange de communauté qui coûte rien, qui permettent d'exposer, de partager nos audiences. Tout le monde y gagne, tu sais. Ouais. Donc, ouais, j'aime beaucoup ce mode-là. Puis effectivement, je pense que c'est potentiellement quelque chose qu'on va voir de plus en plus dans la francophonie. Donc, c'est une bonne nouvelle.
Complètement. Et il faut qu'au milieu de tout ça, tu mettes des petits liens affiliés pour que vous vous recommandiez les produits l'un de l'autre et Exact. et Et le tout le monde est mentionner. Je content. sais pas ce que tu en penses, là, mais moi, je trouve ça toujours très important, là, la transparence de, tu sais, Oui, lien oui, oui. affilié, Moi, là, c'est parce que toujours mentionné. Et même quand c'est tu ça. fais une infolettre et qu'il va y avoir de la vente, même si c'est à la fin de l'infolettre, c'est marqué au début. Cette OK. infolettre est là dans le cadre d'un programme de vente qui est ouvert pendant une semaine. OK. Même Et si comme tu ça, vas parler d'autres choses à l'intérieur. bah, souvent, en fait, je vais te faire un petit pitch copywriting et pour te raconter une histoire. Et à la fin, c'est tiens, clique là, achète mon produit. Mais dès le début, Ouais. tu sais que tu vas arriver sur un tiens, clique là, achète mon produit. Mmh. Je vais Plus être de 100% transparence, ouais. transparent. Ouais, 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 100% transparent. Dès que c'est un lien affilié, je le mets à côté du lien. Enfin, c'est Ouais, je pense que que de c'est la transparence. important. Ouais, on est rendu là. Ça, puis les notices AI sur les visuels et les vidéos aussi, là, je pense que Ouais. c'est très, très important. Mais ce sera pour un autre sujet. Comme dernière question, Paul, j'avais envie de te poser la question s'il y a une croyance au niveau entrepreneurial. Tu sais, on a parlé de plein d'affaires, là. Et si en terminant, il y a quelque chose que tu aimerais comme déconstruire ou quelque chose à laquelle tu n'es peut-être pas en désaccord et que tu aimerais que les gens qui vont écouter le podcast peut-être ouvrir une nouvelle perspective sur quelque chose. Ça peut être vraiment plus large là, au sens entrepreneurial, mais j'avais envie de t'entendre là-dessus. Mmh, je dirais qu'il n'y a pas qu'une seule voie, qu'un seul chemin pour y arriver, et qu'il faut beaucoup plus s'écouter et partir de soi. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'utiliser les réseaux sociaux si t'en as pas envie. Juste, tu vas Oui. peut-être pas dans un chemin qui sera plus facile ou qui sera plus difficile, tu vas dans un chemin qui sera différent, c'est ok, mais il y a un moyen d'y arriver. Et, euh, Ouais. et beaucoup plus s'écouter soi, parce que ça va être un chemin long, peu importe celui que tu choisis. Et donc, si tu vas dans une direction avec laquelle t'es pas ok, tu vas te cramer. 100%. En fait, tu es l'exemple de ce que tu avances Ouais. comme Ah croyance. ben, je respecte mes dictons. Ah oui, ça, c'est clairement, tout est aligné clairement. Puis je pense que cet épisode-là va appuyer en fait sur le fait que on bâtit quelque chose, c'est un peu comme on bâtit une maison brique par brique. Ben le contenu, tu sais, on a souvent justement cette impatience-là de dire, ben là, j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à faire un épisode de podcast. Comment ça se fait que je suis pas riche? Donc, je trouve ça, ça ramène sur, OK, mais derrière le succès qu'on voit, ben c'est quoi le travail qui a été fait derrière? C'est ça que j'aime justement discuter avec mes invités parce qu'il y a plein de choses que tu as nommées que peut-être à prime abord, en voyant tu sais, ce que tu fais en ligne, ton site web, on se dit, bon Dieu, mais ça doit être facile. Tu sais, j'ai juste à lancer une chaîne YouTube, puis moi aussi, là, tu sais, je vais pouvoir vivre d'affiliation du jour au lendemain et tout ça. Fait que, tu sais, un peu la Non, c'est pas phrase, comme ça. non, c'est ça, tu sais, la phrase qui dit compare pas ton chapitre compare pas le chapitre 52 à ton chapitre Hmm, 1 dans un, je sais pas, oui, je l'ai mal dit, là, mais vous avez compris je ce vois que je l'idée. voulais dire. C'est ça. C'est qu'il faut comparer exactement au bon point de départ. Bref, Complètement. j'espère que vous Complètement. m'avez suivi jusqu'à la fin de cette phrase qui n'était pas très claire, mais merci beaucoup, Paul, pour cette belle discussion. Bah, Je avec trouve ça plaisir. vraiment, je trouve ça très intéressant de découvrir ton parcours. Ça m'a même, je trouve, inspiré dans ma propre réflexion estivale sur le contenu. Fait que je suis très heureuse. Oh, en plus dans ce jour de chaleur qu'on a aujourd'hui à Montréal. Exact, c'est ça. Ça va se remettre en place, probablement les idées durant l'été, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir comment tu as bâti ton entreprise puis ta réflexion autour du contenu, ça fait du bien. Alors, c'est rafraîchissant dans une journée caniculaire. Merci beaucoup, encore une fois. Merci, Oh, bye bye. merci à toi.